Bonjour à tous, je suis Thomas Louis et bienvenue sur La Quille, le podcast où chaque semaine on parle de culture avec ceux et celles qui la font. Cette semaine, je reçois le journaliste et écrivain Xavier Demoulin. Il vient de publier son 7e livre chez Flammarion, Le petit chat est mort. Pour la première fois, il ne publie pas un roman mais bien un récit, le récit, comme son nom l'indique, de la mort de son petit chat. Après avoir accepté d'adopter un chaton, un peu sous la pression de ses enfants, Xavier s'est peu à peu attaché à ce qu'on appelle communément cet animal de compagnie, jusqu'à sa mort brutale, inattendue, douloureuse. Car oui, la mort d'un chat, c'est un bouleversement du quotidien, mais aussi un renversement identitaire, où le travail de deuil a toute sa place. Socialement malmené, pourtant, la mort de son chat, ça veut dire bien plus de nous et des autres que ce qu'on pourrait penser. Et avec Xavier Demoulin, on va parler de ce que représente un chat dans un cadre familial, de ce que sa mort nous signifie, mais aussi du travail de deuil, on ne peut plus symbolique, ou encore de ce que la littérature peut nous apporter dans de tels moments. Bonne écoute! Bonjour Xavier. Bonjour Thomas. Alors, dans ton dernier livre, tu nous parles d'un chat, de ton chat, à qui tu t'adresses, qui est mort à 1 an et demi d'une embolie pulmonaire. Et cette mort, qui survient dans ta famille, elle est également circonstanciée puisqu'elle entre au moment où tu es un peu cerné par la mort d'autres proches et où tu pourrais symboliquement avoir besoin du réconfort auquel on associe souvent le chat. Et dans tout ça, il y a tes enfants rongés par le chagrin, au même titre que toi finalement, parce que oui, un chat c'est d'abord le symbole d'une arrivée en fanfare dans un quotidien, donc le symbole d'un bouleversement, notamment des habitudes, et c'est pas rien. Est-ce que ça soude une famille, est-ce que ça soude un groupe, un chaton, ou on s'en rend compte une fois qu'il est parti? Ah non, on s'en rend compte avant. D'abord, tu l'as bien résumé, hein, le chat est un truchement dans tout le livre, qui s'appelle Le petit chat est mort, mais c'est j'espère un hymne à la vie. En tout cas, c'était la tentation de faire ça à travers effectivement la notion de perte. Et on voit tous ces gens qui tombent dans une famille, et le chat, avant que ces gens tombent, et pendant que les gens tombent, est un catalyseur en fait, un catalyseur de peine, un catalyseur de chagrin. Et quand lui part à son tour, on se rend compte que en fait, il tenait, de par sa manière d'être, de par son statut de chat de la maison, un grand rôle dans la gestion des peines et des émotions. C'est-à-dire qu'en fait, il était l'espérance vers laquelle se tourner quand tout le monde effectivement tombait autour de nous à ce moment-là. Alors je les ai pas tous lus, mais il me semble qu'il y a un pivot autour de tes livres, c'est la famille, les liens familiaux. D'où te vient cette obsession pour la famille, parce qu'on a l'impression que ça te travaille presque? Ah bah oui, c'est le point commun qui est entre tous mes livres, c'est vraiment l'exploration des liens familiaux. Bah c'est à la fois c'est là que tout commence, et c'est là aussi parfois que tout se termine. C'est la famille, c'est à la fois le paradis et ça peut parfois être l'enfer. C'est à la fois la tempête et en même temps les accalmies. C'est une terre meuble. La famille. Et donc là, sur ce livre-là, c'est un membre de la famille, parce que, oui, il faut pouvoir le dire et l'assumer aujourd'hui, un animal devient très vite un membre de la famille. Parce que ceux qui n'ont pas de chat, par exemple, ne peuvent pas nécessairement comprendre. Donc pour le coup, ça devient un membre de la famille, c'est pas un animal de compagnie. Oui, c'est un membre de la famille par extension, c'est un témoin du temps qu'on a passé ensemble, c'est un témoin des années parfois d'expérience des uns et des autres. C'est pas du tout anodin, c'est plus qu'une fonction. Quand j'entends animal de compagnie, j'entends la fonction. Ouais, moi aussi. Là, il n'a pas la fonction il est dans. Et donc, à partir du moment où il est dedans, il participe à l'épopée de la vie familiale. Et quand lui s'en va, c'est un morceau d'histoire de la famille qui disparaît. C'est des souvenirs, c'est des relations, c'est des moments. Et c'est ça qu'il ne faut pas perdre de vue. C'est qui les hommes chats dont tu parles dans ton livre? En fait, ce que j'explique, c'est que donc, avec le truchement du chat, il y a une comparaison que je fais entre l'observation que j'ai pu faire moi des chats. Moi, je suis un ancien anti-chat.
c'est aussi l'histoire Et d'une... au début, t'en voulais pas. Ouais, c'est l'histoire d'une conversion. Et si on part du principe que le monde se divise entre ceux qui aiment et ceux qui n'aiment pas les chats, j'ai passé la frontière et en pensant faire plaisir à ma fille, je me suis rendu compte que je me faisais plaisir à moi. Et effectivement, j'ai rencontré donc des hommes ou des femmes chats, c'est ce que j'appelle... Je les appelle comme ça. Ce sont des gens qui sont construits sur d'autres modèles que ce que nous, je dis nous, la majorité, en tout cas comme j'ai pu être à un moment, c'est des modèles qui sont centrés sur la compétition, sur l'ego, sur la désillusion, sur une certaine forme de cynisme, sur la vraie violence en fait, sur la peur, le pouvoir. Et c'est des gens qui ont compris que toutes ces notions-là étaient en fait à revisiter et sans issue pour pouvoir arriver à quelque chose que je pourrais appeler l'autonomie, l'indépendance, la liberté, passer de je saoule à je soulage. C'est ça un homme chat, c'est quelqu'un qui a compris que en toute indépendance, il pouvait simplement être là, ouvrir son cœur quand quelqu'un lui annonce une perte, qu'elle soit celle d'un animal de compagnie ou celle d'autre chose, ou un mort ou un deuil, capable simplement de prendre l'autre dans ses bras et d'accueillir son chagrin. C'est la compassion, c'est ceux qui sont sortis du cynisme, de la désillusion et qui renouent avec une certaine forme d'espérance et d'optimisme, sans, une fois de plus, jouer sur des registres mortifères qu'on connaît tous très bien, qui sont la culpabilisation, qui sont je donne mais je veux recevoir, le comportement intéressé. Sont des êtres qui ont compris qu'ils étaient eux-mêmes leur propre abri. Dans ce rapport aux autres, socialement, assumer le chagrin lié à la perte d'un animal, dire qu'on aime un chat même, c'est parfois perçu comme ridicule. Alors, pour toi, est-ce qu'on peut s'en moquer, ou est-ce que c'est sacré, ou est-ce que ça peut être aussi, voire plus douloureux que le chagrin lié à la perte d'un homme ? Il y a deux choses. D'abord, moi, j'ai fait partie de ces gens qui haussaient les épaules, levaient les yeux au ciel quand quelqu'un arrivait quelque part pour pleurer la mort de son animal de compagnie, que ce soit un chat, un chien, un cheval, ce que tu veux. Je comprenais pas et j'ai fait partie de cette catégorie de gens. Et c'est ce que tu entends souvent. Ce n'est qu'un chien, ce n'est qu'un chat. Oui. Ou alors pire, change-le, remplace-le tout de suite, là, maintenant, dans cette culture du remplacement qui est celle de la société d'aujourd'hui. Et je ne serai plus jamais comme ça. Je ne suis plus comme ça parce que justement, j'ai été traversé par cette expérience. Et c'est parfois la double peine, oui, il y a une injustice aussi. C'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai voulu écrire ce livre. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils se sentent très très seuls. On l'a dit, c'est une extension, un membre de la famille. Quoi qu'on en dise, qui s'en va. Pourquoi celui-ci, on serait les seuls à pleurer ça dans son coin, en ayant limite honte, en se sentant complètement dépossédé, un peu con bête, et qu'on n'arrive pas à l'assumer socialement. Je trouve que c'est d'une violence. C'est d'une violence sans nom, elle est là aussi. C'est un sentiment universel. Quelle que soit la personne, on perd son chat, on se sent mal, mais on le dit pas. Et donc ça fait partie de ces morts injustes et donc de ces deuils très compliqués, parce que finalement, un chat ou un chien, ça a un propriétaire, voire deux, pas plus. Donc avec qui partager ça? Peut-être que l'écriture, la littérature peut aussi aider à ça. Il y a deux possibilités. Hein. Tu peux avoir quand la littérature permet de participer à la réparation, à une forme de résurrection d'un sentiment, et qu'elle peut aussi consoler, elle a aussi ses vertus. D'où ce livre. Tu as déjà eu des animaux avant ? Moi, j'ai eu des chevaux, j'ai eu des tas d'animaux qui ont traversé ma vie, mais pas de manière, comment dirais-je, pas à domicile en permanence, comme ça. Donc là, c'était vraiment une grande première. Et puis surtout, c'est de l'observation aussi. Quand tu vois un chat, quand tu vois comment ça aplatit les tensions, comment ça calme une atmosphère, même si ça ne peut pas tout faire, parce qu'il y a un moment, l'humain reste l'humain, ça participe quand même à mettre énormément de fluide dans un endroit, dans plein de choses. Si tu prends le temps de les observer, tu en tires un grand enseignement. Et alors, quel genre d'interlocuteur c'est un chat par rapport à un cheval, par exemple ? Ah bah les deux sont extrêmement sensitifs, mais je pense que le cheval, lui, il ressent
le cheval, c'est un animal qui est fait pour être chassé au départ. Donc c'est une proie. Et alors que le chat, c'est un chasseur plus, tu vois. Donc il y a une vraie différence d'appréhension. Je pense que le chat est beaucoup plus tranquille et beaucoup plus assuré, qu'il a une meilleure estime de lui-même dès le départ, quoi. Il y a une puissance organique, je dirais presque. Disons-le. Ouais. Soyons fous. Qu'est-ce qu'on a à apprendre d'ailleurs d'un chat, c'est ça, l'estime de soi? Plein de choses. Au-delà d'estime de soi, il y a l'indépendance, l'autonomie, je le disais, la possibilité d'être juste là, connecté à sa vérité, le fameux moment présent, dont des tas de livres très intelligents, de développement personnel nous basculent. Un chat, ça t'enseigne ça t'enseigne à être juste propre. Tu sais, propre. Ouais. Propre de l'intérieur. Ils sont indépendants, tranquilles, capables de subvenir à leurs propres besoins. C'est pas pour ça qu'ils n'ont pas besoin des autres. Je dis pas qu'il faut être dans une solitude absolue, je dis juste que c'est être avec les autres pour de bonnes raisons, qu'ils ne demandent pas aux autres ou qu'ils n'exigent pas des autres de venir penser à notre place, nos propres plaies. Ouais. C'est transformer la relation. On n'est plus dans l'intérêt, on n'est plus dans de l'esclavagisme pur et dur, de dépendance toxique. On est dans un exercice de liberté. Alors, dans le journal de deuil, Roland Barthes dit, je cite, « Au deuil intériorisé, il n'y a guère de signes, c'est l'accomplissement de l'intériorité absolue. Toutes les sociétés sages, cependant, ont prescrit et codifié l'extériorisation du deuil. Malaise de la nôtre en ce qu'elle nie le deuil. » Fin de citation. On en revient à cette gêne sociale du deuil qui m'a fait penser à la discussion que j'ai eue avec la philosophe Claire Marin derrière ce micro même. Elle est passée il y a quelques semaines dans le podcast à propos de la rupture. Elle a écrit un ouvrage qui s'appelle Rupture. Et elle parlait des symboles, des rituels. Est-ce qu'on manque, tu trouves, en France des symboliques du deuil, ou au moins qu'on cherche trop à le masquer, peut-être à l'édulcorer, pour passer à autre chose vite, alors que homme ou chat, c'est une étape clé dans le processus de cicatrisation? Je pense que c'est même avant le deuil, c'est la perte. C'est-à-dire que je pense que apprendre à perdre, c'est apprendre à se gagner. Et que toute forme de perte, quelle qu'elle soit dans la vie, nécessite un temps de confrontation avec ce qu'on a perdu. Alors, on appelle ça le deuil, appelle ça comme tu veux. C'est ce temps-là qu'on n'a plus. Parce que quand quelque chose disparaît, ou quelqu'un, ou l'injonction, c'est de continuer à avancer, même pas mal, quoi. Oui, et donc on remplace, on remplit, on substitue. Mais on ne règle pas la vraie question. Et cette question-là, elle est intérieure. Donc c'est qu'est-ce que je fais avec la perte? Ça va au-delà de la mort du chat et au-delà même du deuil des humains. C'est déjà, apprenons à gérer ça. Et on ne sait pas perdre aujourd'hui. On ne supporte pas ça. Donc le deuil, c'est un autre processus. Quand c'est la mort de quelque chose, on n'en tient absolument pas compte. Mais il faut relire des gens qui en ont beaucoup mieux parlé. Dans le Tao Te Ching, par exemple, ils expliquent ça. À partir du moment où c'est intégré à la vie, la mort n'existe plus. On n'a plus de raison d'exister. On peut se poser cette question-là. Donc il n'y a plus de perte, puisque c'est intégré. C'est-à-dire que tu as une relation avec l'autre qui est une relation comme si c'était la dernière fois à chaque fois. Mais il faut juste intégrer ça, la notion de perte et de mort aussi à notre vie, de manière beaucoup moins taboue, de manière logique, en fait. Hein? De manière logique. Et pourquoi pas, et d'autres civilisations le font très bien, l'intégrer dans une continuité de vie différente. Est-ce qu'il y a des auteurs qui t'ont accompagné, voire aidé par la pensée dans ce travail, appelons ça un travail de deuil, des auteurs ou des objets culturels d'ailleurs? Dans le travail de deuil à proprement parler, je pense que c'est ce qui sauve, la culture, c'est ce qui sauve de beaucoup de choses. La lecture, moi je pense qu'écrire c'est d'abord lire. Moi je sais que quand je subis même une micro-perte, ça peut vraiment me déstabiliser. Alors imagine une perte ou imagine... mais il y a des gens comme ça qui ont cet antidote extraordinaire à la perte. Je pense à René Char,
je cite Christian Bobin dans le livre, en exergue du livre. Je pense que, dans une moindre mesure, des gens comme Henri Michaud ou comme Rimbaud, si tu remontes à sa poésie et à sa rythmique folle, ouais, l'articulation du verbe répare et soigne. C'est ce que je dis toujours. Avec les mots, il y a la magie blanche et la magie noire. Tu peux faire Céline, Monterland ou Gide et puis tu peux faire aussi René Char. C'est à ça qu'elle sert l'écriture. Elle sert à plein de choses. Elle sert à provoquer, elle peut servir à interroger, elle peut servir à crier, mais elle peut aussi servir à aider les autres à traverser la rue. L'écriture, elle peut aussi soulager, elle peut entamer des processus de réparation, elle peut accompagner. Mais il y a des gens absolument extraordinaires. Je parlais de Marc Aurèle tout à l'heure, mais si tu relis Les Pensées pour soi, de Marc Aurèle, 2e siècle avant Jésus-Christ, tu te rends compte que c'est d'une modernité. Non, mais c'est fascinant, tu vois. C'est fascinant. Ouais. Après, tu peux y aller contemplation, tu peux Victor Hugo sur le deuil, sur la perte, sur Léopoldine, etc. Et être aussi emmené quelque part dans enfin, aucun processus pour moi de joie ou de chagrin ne peut se détacher ou mérite de ne pas être accompagné par un livre. Alors justement, en parlant de ce pouvoir de l'écriture, est-ce que en faisant lire ce livre à ta famille, ça a rendu le deuil un peu plus collectif? Ce qui était intéressant, c'était de voir que ma fille m'a demandé, mais papa, moi je trouve ça incroyable, parce que ce livre, parce qu'en fait, merci de l'avoir écrit, parce qu'il y aurait des choses que, comme je suis encore petite, que j'aurais pu avoir tendance à oublié, ou peut-être même que j'avais déjà oublié, mais ouais. Ça va intéresser qui, la mort de notre petit chat? Et j'ai trouvé cette phrase était très intelligente et très belle, parce que c'est pas le deuil collectif de la famille qui est en jeu, c'est le deuil des autres aussi, de la famille agrandie. C'est parfois du lecteur, je reçois énormément de courriers ou de messages de gratitude pour me dire que j'avais réussi à mettre des mots sur ce qu'ils avaient pu éprouver à la mort d'eux ou à la disparition d'eux, et que par rapport au cynisme et par rapport aux moqueries dont les gens sont victimes quand ils arrivent quelque part, qu'ils se sentent tristes parce que leur chat, les haussements d'épaule, les haussements de sourcils, ce n'est qu'un chat, remplace-le, change-le, toutes ces injonctions pourries en fait, et ben les gens se sentent compris et un peu réparés par rapport à ça, donc ça dépasse le deuil de ma propre famille, donc parce qu'en soi le deuil c'est très intime. Voilà, et puis ce livre, comme je le dis, j'espère que c'est d'abord un hymne à la vie, et que c'est là où l'écriture, encore une fois j'y reviens, peut participer d'un processus de réparation de quelque chose, y participer, j'entends. Oui. Voilà, donc ça transcende la famille. En ce qui concerne ma famille, dans ce processus, oui, peut-être que ça a participé aussi. Mais après, c'est bien de marquer ça avec des faits aussi, de se retrouver, de se rassembler, d'en parler que entre nous. Mais entre nous, c'est déjà plus seul. Et puis, de temps en temps, de croiser un homme chat ou une femme chat avec qui tu peux... là, ça, c'est magique, quoi. Dans un autre temps, un chat, c'est également un engagement, c'est une responsabilité, mais sa mort, c'est aussi la mort de cette part de nous qui nous rendait indispensables à quelqu'un, dans le cas d'un chat d'appartement en l'occurrence. On n'est jamais complètement inutile, on n'est jamais complètement invisible, on n'est jamais complètement seul. Et c'est aussi ce support sécurisant sur lequel on peut s'appesantir, comme une espèce de réceptacle à émotion qu'on utilise un peu quand on le souhaite. Est-ce qu'en ça, la mort d'un chat, ça nous ramène à un certain égoïsme de l'avoir adopté? Non, c'est plutôt, moi, un principe plus initiatique, en fait, parce que, je veux te dire, au contraire, un chat, ça apprend la solitude vraie, la belle solitude, ça apprend l'indépendance, quoi. Oui, mais tu vois, dans le cas d'un chat d'appartement, enfin, en tout cas de ville, l'indépendance, elle est un peu biaisée, parce que rester dans un appart, entre quatre murs, se nourrir, c'est un peu compliqué.
Tu veux dire par là qu'en fait, c'est criminel de les enfermer, qu'il faudrait les C'est pas laisser dans criminel, les jardins, non, non, c'est juste, ça peut nous ramener un certain égoïsme de vouloir que le bon du chat. Ah, peut-être, oui, j'en sais pas. J'ai pas été. Moi, j'ai pas été vers là dans ma réflexion. Ok. Ce que je vois, c'est juste que il y a un échange de bons procédés. Après, est-ce qu'il est complètement limité à la géographie de l'instant? Est-ce que mettre un chat en appartement, c'est égoïste, et le mettre en prison, alors qu'un chat, c'est fait pour grimper sur un arbre? J'en sais rien, moi, je suis pas. Non, c'est pas nécessairement ça. C'est juste, est-ce que ça te rapporte pas, juste, ça te ramène pas au fait que, ce chat, en fait, il nous montrait juste qu'on pouvait aussi être indispensable à quelqu'un. Mais déjà, je pense qu'il faut être indispensable à soi-même. C'est ça que ça apprend, quoi. Au sens où je reviens à l'écologie de soi, à la propreté, c'est ce que je te disais, c'est-à-dire de pouvoir être déjà bien avec soi-même, quoi, avant de prétendre être indispensable à quelqu'un. Enfin, je veux dire, c'est quand même fou d'avoir la prétention d'être indispensable à quelqu'un sur Terre. Enfin, que tu aies un devoir d'accompagnement, de suivi, t'as des enfants, les nourrir, les élever, participer. Bien sûr, mais un jour, ils vont vivre leur vie. Ils ne nous appartiennent pas. Faut arrêter de penser qu'on a ce pouvoir-là, alors qu'on n'exerce même pas la moitié de ce pouvoir, le quart du dixième de pouvoir sur nous-mêmes. Comment je peux te dire je suis indispensable à toi, alors que moi-même, je ne suis pas en totale maîtrise de quoi que ce soit chez moi. Enfin, il y a un truc qui va pas chez nous, quoi. On se prend pour qui? Ça, non, mais sérieux. Donc non, le chat, il est pas là pour te rappeler que tu es indispensable à quelqu'un, tu vois. Il est au contraire là pour te donner une grande leçon d'humilité et d'autonomie. Justement, l'après-chat, l'après-minot, il ressemble à quoi? D'abord, il y a ce temps de la... ressemble à quoi? Après quoi? Tu veux savoir si j'ai... Est-ce que tu as, par exemple, à l'heure où on se parle, je sais pas quand il est mort exactement ce chat, mais est-ce que tu en as adopté? Il y a des chats qui sont revenus dans la maison de longs mois après. De longs mois après, quand tout le monde était prêt pour les recevoir pour ce qu'ils étaient et pas comme des substituts. Oui. C'est-à-dire que on passe de la culture du remplacement à la culture de l'arrivée de quelqu'un d'autre. Voilà, c'est pas pour remplacer, c'est juste pour accueillir. À nouveau. C'est compliqué parce que ça va pas du tout avec le temps d'aujourd'hui, avec la notion du temps d'aujourd'hui. Ça, je te le fais pas dire. Est-ce que tu as une discipline d'écriture? On parlait de ça tout à l'heure. En fait, j'essaye d'écrire tout le temps, un peu, chaque jour, sans vouloir me mettre des objectifs inatteignables. Je n'attends pas d'avoir le temps pour écrire. Je gagne le temps parce que j'essaie de le voler. Après, ça peut être une phrase, deux phrases, un paragraphe, une page, deux pages. C'est de l'écriture. Ça suffit. Ouais. Mais c'est pas la peine de... j'ai pas d'autres disciplines que celle d'y penser ou de l'exécuter. Mais comme je le dis toujours, écrire pour moi, c'est d'abord lire. Donc j'ai, sans le savoir, des rituels de lecture et d'écriture. Je sais pas si on peut appeler ça de la discipline. Si tu as envie d'appeler ça. Tu peux te positionner comme un disciple de la lecture ou de l'écriture, mais le mot discipline dans l'exécution du geste, j'en sais rien. C'est plus... c'est ritualisé, quoi. C'est là, en tout cas. Et justement, tu es journaliste. Entre l'écriture littéraire, qui est l'écriture du temps plus long, et l'écriture journalistique, qui est l'écriture du temps de l'instantanéité, est-ce qu'il y en a une plus, disons, jouissive que l'autre, ou est-ce que les deux sont nécessaires dans ton équipe? Elles n'ont rien à voir, ces deux formes, ces deux mondes totalement différents, justement, ces deux continents. C'est-à-dire qu'en fait, l'écriture journalistique est une écriture qui est par définition très appauvrie, quoi, dans laquelle, on fait pas, ça va trop vite, et c'est une écriture du dessèchement, en fait, parce que le rythme, et c'est pas bien ce que je dis, hein, mais le rythme est tel que, et donc elle est très exigeante aussi, parce qu'il faut arriver à la maîtriser, à la contrôler. Donc c'est vraiment un autre univers. C'est comme un... je saurais pas bien la définir, mais c'est une écriture qui n'est pas du tout
je lis, c'est l'écriture du monde dans sa négativité, dans l'expression de sa souffrance et de sa violence. Donc parfois on essaie d'atténuer, tu vois. Mais c'est une écriture qui est dans une espèce de forme d'oralité qui annonce quelque chose qui est quand même pas très beau, quoi. C'est une écriture qui est très vite toxique, en fait. C'est une écriture qui peut te dessécher, tu vois. C'est la magie noire et la magie blanche. Là, on est dans la magie noire, tu vois. Il y a un appauvrissement du langage quand tu le vois dans tout ce que tu entends, hein, aussi bien à la radio qu'à la télévision. Ouais. Enfin, c'est pas un truc. Mais moi, je me mets dedans dans le lot. Je suis pas. Et c'est une écriture de fait, de factuel, tu vois. Donc extrêmement là, comme ça, très peu adouci, en fait. Alors que l'autre spectre est beaucoup plus se réfléchit. Le Petit Chat est mort, c'est un livre que j'ai désécrit beaucoup, enfin que j'ai beaucoup barré, quoi. C'est pas un livre que j'ai. Je pense que j'ai voulu arriver à une certaine forme de simplicité, d'épure. Et donc par rapport à ça, il faut effacer. Il y a trop de mots aujourd'hui qui sortent de partout, même dans ma bouche. Regarde là, je parle trop. Moi, ça me va. Une dernière question que je pose à tous mes invités, quels sont tes derniers coups de cœur culturels ? Écoute, mon dernier coup de cœur culturel, c'est marrant, c'est un film de Claude Lelouch qui date d'il y a très très longtemps, qui s'appelle La Bonne Année, et que j'avais absolument pas vu, que j'ai découvert récemment. Une histoire d'un type qui sort de prison. C'est avec Lino Ventura, et il y a une des plus belles scènes d'amour du cinéma dedans, et ça a été un coup de foudre. Il dit des choses absolument incroyables sur l'amour, sur l'union, sur la vie à deux, sur le mariage, sur la culture justement, et sur le fait d'avoir ou pas des skills, tu vois, d'avoir des références culturelles. C'est très bien fait, c'est très bien vu. J'ai eu un gros coup de cœur pour ça, ouais, pour ce film La Belle Année. C'est un vieux film, hein, pourtant. Je l'ai pas vu, ouais. Mais c'est ça qui est une chance énorme, c'est qu'en fait, on accède à des livres. Je te parlais du Tao Te Ching aujourd'hui, tu vois, c'est un autre coup de feu culturel, mais c'est un truc que je connais, que je relis régulièrement. Et il y a tellement de choses qu'on n'a pas encore eu la chance de découvrir ou de voir. On est des vénards, en fait, tu vois. Des gros vénards, même. Et vraiment, j'ai des coups de foudre culturels pour la vie en ce moment. Mais c'est super beau, bien ça, dit, c'est hyper bien terminé. Ça s'appelle Le Petit Chat est mort de Xavier Demoulin et c'est publié chez Flammarion. Merci Xavier. Merci Thomas. Et bien voilà, la quille c'est terminé pour cette semaine, mais on se retrouve évidemment la semaine prochaine avec un nouvel invité ou une nouvelle invitée. En attendant, si l'entretien avec Xavier Demoulin vous a plu, n'hésitez pas à le partager, n'hésitez pas si vous écoutez sur iTunes ou Apple Podcast à mettre 5 étoiles, à laisser un bon avis si possible, ça fait toujours plaisir et ça permet surtout au podcast d'être mieux référencé. Merci beaucoup pour votre écoute et à la semaine prochaine.